Oui, alors l'Ukraine devrait mener de plus en plus d'attaques contre des navires russes. C'est même le vice-premier ministre ukrainien qui l'affirme. Cette année, la production de drones aériens a été multipliée par 100 en Ukraine et ce n'est pas terminé. Voici ce qu'il dit. Il y aura plus de drones, plus d'attaques et moins de navires russes. C'est sûr, je pense que ce sera une multiplication par 120 à 140 d'ici la fin de cette année. Évidemment, il parle de la Crimée et de la mer Noire. Les Ukrainiens multiplient les attaques ces derniers jours, comme ce troisième navire qu'on va voir touché en une semaine. Cette fois, c'est le drone expérimental ukrainien. Voilà, on le voit, le Sea Baby, chargé de 850 kg de TNT, qui a touché ce navire lance-missile russe. L'Ukraine qui enchaîne, on l'a dit, les assauts et les succès en mer Noire, c'est le résultat en fait d'un très long travail de sape. D'abord avec la destruction dans la nuit de mercredi à jeudi d'un système de défense anti-aérienne russe, le S-400 Triomphe, d'une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars, avant de toucher ensuite dans les jours qui ont suivi le chantier naval de Sébastopol, en particulier le navire de débarquement russe, le Minsk, mais aussi le sous-marin Rostov sur le Don. Les deux sont vraiment extrêmement abîmés. Les Ukrainiens, toujours très friands de montage en musique. Là, ils vont remercier la France pour ces missiles Scalp qui auraient permis de viser ces cibles. On regarde. Sera forcément contrainte de réduire sa présence en mer Noire. 3 grands navires de débarquement russes ont été transférés aujourd'hui de mer Noire en mer d'Azov. Merci beaucoup Alexia, et je salue Nicolas Conter qui m'a appris que c'était Zaz, étant un inculte musical, j'ai honte, mais vous connaissiez Zaz? Oui. Oh, bien sûr, il n'y a que moi qui soit nul à ce point-là, oui. Non, pourquoi pas non plus. Ah voilà, Nicolas. Très populaire en Ukraine d'ailleurs, dans les années 2000. Pourquoi Zaz est populaire? C'est hyper populaire comme Stromae d'ailleurs. Je suis content qu'il y ait au moins un inculte comme moi. On est solidaires. Vous pouvez mettre aussi. Pardon? C'est pas nous. Ah, voilà. L'art ukrainien de communiquer. Il y a la réussite militaire dont vous parliez, et ensuite le savoir-faire, le savoir communiquer, qui est évidemment très important. Vous en êtes témoin. En fait, ce qui est intéressant, c'est le retour en arrière sur ce qui s'est passé en mer Noire depuis maintenant quasiment 2-3 semaines. Il y a eu ces premiers radars qui ont été touchés. Il y a eu le premier S-400 qui a été détruit il y a 2 semaines et demie, dans lequel il y avait en plus un drone ukrainien qui surveillait pour nous partager des images. Normalement, c'est en environnement brouillé, c'est totalement anormal. Ils en détruisent un deuxième. Ils font un assaut pour directement arriver sur la côte de Crimée pour détruire une batterie côtière. Ils attaquent ensuite une station de gazière, d'extraction du gaz, dans lequel il y avait un système de guerre électronique qu'ils n'ont pas détruit, mais qu'ils ont capturé. Et c'est ça qui a permis certainement derrière d'ouvrir le champ pour faire ces attaques qui sont des grands succès. Et c'est qu'un début, puisqu'ils vont continuer à monter en puissance. Et ils en sont très fiers, ça, très clairement. Écoutons un super spécialiste. Et là, on aura vraiment les 3 armes. On a la terre avec... j'allais dire l'amiral avec le général Richoux. On a l'aérien avec vous qui est grand spécialiste. Et puis l'amiral Olagaray. Merci beaucoup, amiral, d'être là aussi. Un mot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes amiral, vraiment c'est votre domaine. Cette mer Noire qui, comme l'explique ici Xavier Titelman, a en réalité basculé. Et c'est une des nouvelles de la soirée aussi. Les Russes cacheraient, n'est-ce pas, 3 navires en mer d'Azov. Donc ils seraient réduits au point de cacher leurs navires de peur qu'ils ne soient frappés dans la mer Noire même. Oui, alors c'est exact, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le général Richoux à juste titre, c'est-à-dire que il faut beaucoup de monde pour tenir un théâtre terrestre, mais il faut le tenir, et il est à vous, quand vous êtes dessus, quand vous avez un drapeau dessus, quand vous avez des hommes qui le défendent, alors que le théâtre maritime, on le maîtrise. On essaie de le maîtriser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une quantité de personnel extraordinaire, puisqu'il faut pour cela créer des bateaux, fabriquer des bateaux entièrement artificiels, entièrement techniques et technologiques. Donc la maîtrise de ce théâtre doit obéir à des objectifs particuliers. En particulier, l'un de ces objectifs-là, c'est celui d'empêcher les Russes d'approvisionner la Crimée, d'approvisionner les défenses de la Crimée, et par la défense de la Crimée, d'approvisionner le front beaucoup plus au nord. Ce que vous expliquez, amiral, est très intéressant ici, c'est ce basculement, n'est-ce pas, dont on parlait aussi, même qu'en la Seconde Guerre mondiale, la maîtrise de l'océan
qui a basculé de l'un ou de l'autre, mais en fait jamais entièrement par l'un ou par l'autre. Oui, parce que... Mais il faut qu'ils se servent. Il faut qu'ils se servent, c'est-à-dire empêcher, bien sûr. Donc, il faut couper le pont de Kerch. Il faut taper sur les bâtiments qui peuvent ravitailler la Crimée. Et pour cela, il faut taper aussi sur les infrastructures, puisque, à notre très grande surprise, Sébastopol, dont les Russes et tout le monde sait qu'ils sont sous le feu ukrainien, eh bien, Sébastopol est la seule infrastructure capable, semble-t-il, de pouvoir réparer les grands navires de la flotte russe. Ce qui fait qu'on assiste à ce spectacle absolument ahurissant, que c'est le pays qui a la plus faible marine, voire même pas de marine du tout, qui maîtrise cet espace maritime, parce qu'il y a une influence maritimo-terrestre. Que les missiles de croisière en particulier peuvent être tirés de la mer et à partir d'avions également, et que cela, bien sûr, cela pose un énorme problème à cette marine russe qui ne sait pas que faire, car elle ne sait plus ce qu'elle défend. Voilà. Merci amiral. Général. Oui, tout à fait. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Mais alors, il faut bien rappeler quand même que la mer Noire, c'est un terrain de jeu tout à fait particulier parce que c'est une mer fermée. Il est évident que si on était en train de se combattre dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, je veux dire, un pays comme l'Ukraine qui n'a pas de marine serait absolument disqualifié. Donc là, on est dans des conditions très particulières. Et ce qui est quand même très important, c'est que là où les canons côtiers faisaient aller à 1000, 1500 mètres ou 2000 mètres, il y a encore au début du siècle, du XXe siècle, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On est avec des missiles qui peuvent tirer à plusieurs centaines de kilomètres. C'est-à-dire et avec les drones, aujourd'hui, une puissance sans marine est capable de couvrir quasiment la totalité de la mer Noire. Et ça, c'est une véritable révolution. Et donc, ça annihile complètement la supériorité navale théorique d'une marine dotée de bâtiments traditionnels comme des destroyers, etc. Avec la destruction du S-400 Triomphe, donc ce système de défense anti-aérienne, est-ce qu'on peut affirmer que l'armée russe, là, elle est complètement vulnérable? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont un autre moyen de se défendre ou est-ce qu'ils pourraient être... alors là, je laisserai parler Xavier après, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce système d'armes, c'est l'équivalent du Patriot, donc c'est quand même un système d'armes qui est censé être très très évolué, et qu'on puisse détruire un S-400, ça veut dire que où sont ses propres défenses alors que c'est censé être la crème de la défense anti-aérienne. Donc moi j'ai quand même un vrai problème avec ça. Et puis autant que je sache, ils en ont pas énormément, je crois que c'est une quarantaine d'exemplaires. Et donc quand on en détruit un, c'est énorme. Et puis compte tenu du coût du système d'armes, eh bien c'est des choses qui sont pas remplacées facilement. Et il faut rappeler, pardon, ici la parenthèse, vous le soulignez vous-même, le fameux homme au caleçon. Vous n'êtes pas exprimé. Vous êtes le meilleur spécialiste de ça, franchement. Tout ce qui est observation, l'observation aérienne, avec une information qui paraît incroyable. Pardon, je ne vais pas être insultant, mais ce côté un peu le beauf en vacances, etc., qui est tout content de prendre la photo. Il fait son selfie et qui fait tomber un pan de sa propre armée, de l'armée de son propre. Cet homme a eu la bonne idée de faire un selfie parce qu'il était content de voir du matériel militaire. C'est toujours sympa d'en croiser sur une plage. Et donc, ça a permis de localiser exactement où est-ce qu'ils étaient placés. À mon avis, les Ukrainiens le savaient quand même avec les photos satellites, ils avaient quand même d'autres éléments. Mais en l'occurrence, c'est certainement un agent ukrainien infiltré qui a permis de définir l'emplacement. Et c'est ce système-là qui a été détruit, effectivement, avec des drones. Et le plus étonnant, c'est qu'effectivement, il est censé être capable de se défendre, mais dans la zone, il y a du S-300, S-350, S-400, Pantsir et Tunguska. C'est-à-dire qu'il y avait 5 équipements les uns sur les autres pour toutes les couches pour pouvoir arrêter absolument n'importe quoi. Ça, c'était le S-400 d'il y a 2 semaines et demie. Et filmé par un PD-2, donc un drone ukrainien qui n'a rien à faire là non plus. Donc c'est réellement qu'ils sont en train de préparer l'avenir. Et moi, je continue à le dire, l'arrivée des F-16. Parce que les F-16, c'est un avion, on parle beaucoup pour le sol, pour l'aéronautique, pour l'aviation, pour la domination aérienne. Mais aussi, il a une capacité anti-navire avec les missiles Harpoon, qui vont à plusieurs centaines de kilomètres. Ça veut bien dire, que ça n'est plus seulement symbolique, on est bien d'accord. Ça a vraiment un effet sur, disons, de délitement de l'armée russe, d'un pan de l'armée russe. Oui, mais écoutez, c'est à peu près comme le Moskva. Moskva, c'est la fine fleur de l'anti-aérien. C'était le navire amiral. Et ils ont pris les 2 premiers missiles qu'on leur a tirés dessus. Et là, vous avez le S-400, c'est-à-dire le Patriot, qui n'est même pas capable de parer le premier coup au but qu'on lui envoie. Je veux dire, il y a aussi une interrogation sur la qualité des équipements russes. Moi,
Monsieur Erdogan qui a acheté du S-400, il aurait peut-être mieux fait d'acheter des patriotes américains. L'effet catalogue là est pas bon. Ah oui, à mon avis, c'est pas très bon là. Hein. Voilà. Et donc il y a cette interrogation là. Comment se fait-il qu'ils soient aussi incapables de défendre leur espace aérien? Mais pardon, paradoxe pour paradoxe. On dit ils sont nuls, etc. Et en même temps, ce front-là ne cède pas complètement. Comment expliquer de nouveau ce paradoxe? C'est un domaine technologique de haute technologie. Moi, dans Air et Cosmos, j'ai écrit, j'en suis désolé, à quel point ce matériel était exceptionnel, qui était merveilleux, qui était génial. Confronté à la réalité, il y a des équipements qui peuvent quand même être efficaces. Les chars sont pas aussi bons que prévu, mais on n'est pas quand même très très en dessous. Là, on est vraiment sur une vraie déception, alors que c'était peut-être le système dans lequel il y a le plus d'exports. Les hélicoptères sont très en dessous de ce qui était attendu. Même les Chinois ont arrêté les négociations. L'Inde a annulé des contrats qu'ils avaient signés, la Philippine aussi, Exactement. Parce qu'ils ont vu à quel point leurs équipements sont pas au niveau. Mais ça veut dire quoi, le stade d'après pour les Russes, s'ils devaient céder encore, pas du terrain mais de la mer, ce serait quoi? À partir du moment où l'ouest de la mer Noire serait libre de défense aérienne, de systèmes de brouillage, ça veut dire qu'il y aurait des bombardements qui seront beaucoup plus faciles pour les Ukrainiens à partir de l'ouest, et donc bombarder la Crimée d'une manière beaucoup plus ouverte. Et le pont de Kerch, pourquoi pas? Ce serait peut-être... il est condamné. Il est condamné. Là, aujourd'hui, il est à portée des scalps des Storm Shadows. Demain, peut-être des attaques MS. Il est condamné. Le pont de Kerch est condamné. Et puis surtout, l'isthme de Pérécope. On l'oublie toujours, l'isthme de Pérécope. C'est ce qui relie la Crimée au continent. Et l'isthme de Pérécope... Alors, expliquez bien, pardon, où est-ce qu'il est exactement? C'est à gauche, là. Vous voyez la petite pointe, là. Oui. Là à droite, c'est une espèce de marais, c'est un peu... Voilà. Et en fait, la Crimée n'est reliée que par la petite pointe qui est à l'ouest, vous voyez? Et donc ça, c'est quelques dizaines de kilomètres, je crois c'est 30 ou 40 kilomètres. Les Blancs ont arrêté les Rouges en 1920, voilà. Ici, une dernière fois. Ils étaient sur les Crimées, ça se passait pas très bien. Et là, il y a juste une voie ferrée, une voie routière, et si vous coupez ces axes-là, plus le pont de Kerch, eh bien, il n'y a plus que l'approvisionnement maritime de la Crimée. Et puis, comme la Crimée, eh bien, aujourd'hui, l'approvisionnement maritime, ça se passe mal, puisqu'on dégage les bateaux en mer d'Azov, eh bien, la Crimée est isolée. Patrick. Oui, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais on parlait tout à l'heure de... on parlait tout à l'heure de l'offensive sur Andrivka. C'est intéressant, c'est entre Melitopol, Mariupol, et c'est pas très loin de la mer d'Azov. Donc on a l'impression qu'il pourrait y avoir excusez-moi l'expression, mais une sorte de prise en tenaille à partir du pont de Kerch, et effectivement à partir du nord. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que la mer d'Azov est devenue une mer purement russe, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une double offensive? Parce que vous dites le pont de Kerch, il est condamné, mais en réalité, symboliquement, stratégiquement, il faudrait le détruire. Ce serait... vous dites qu'il va l'être, il ne l'est toujours pas détruit. Il n'en demeure pas moins que par rapport à ce qu'on voit, il y a une initiative depuis le nord et puis à partir de la mer Noire et pourquoi pas jusqu'à la mer d'Azov. Moi, je pense que l'objectif, certes, c'est libérer la mer Noire, mais à terme, c'est aussi de faire en sorte que la mer d'Azov ne soit plus uniquement une mer russe. Alors je dis toujours, je crois que c'est ça. Méfiez-vous, on ne connaît pas l'axe d'attaque quand ils vont lancer l'offensive de libération. On ne connaît pas l'axe d'attaque ukrainien et ça n'est pas forcément ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que l'on voit aujourd'hui, ça part vers le sud, c'est évident, tout le monde l'attend, et les Russes aussi. Et c'est pas la chose la plus maligne de foncer droit dans le tas. Et je dis attention, c'est pas parce qu'ils font effort ici, en ce moment-là, que demain, lorsqu'ils vont lancer la grande offensive, ils vont la lancer à cet endroit. Moi, je le répète en permanence parce que ça me paraît, moi, beaucoup trop évident depuis plusieurs mois. Comment expliquer, parce que symboliquement, pour les Russes, l'accès aux mers chaudes, c'était tellement important dans leur histoire. Là, il y a une sorte d'humiliation des Russes. Et à Moscou, ça a peu d'effet en réalité. On a l'impression que c'est un régime. Si ça avait eu lieu au temps de l'Union soviétique, ça aurait été un événement immense. Là, on a l'impression que Poutine prend ce genre de coup et puis que du point de vue politique, ça n'a pas beaucoup d'effet. Cyril, comment expliquer ça? Je pense voilà, c'est ce qu'a dit Xavier, ils prennent tellement que maintenant c'est plus possible de réagir. Il y avait des premières attaques au mois de septembre dernier, il me semble, au mois d'octobre notamment, juste avant l'anniversaire de Poutine. Comment est-ce que la Russie, elle avait réagi? Elle n'a pas réagi. Alors, certes, elle a frappé ensuite Kiev, on se souvient des frappes vers le 10 octobre, si je ne me trompe pas, de l'année dernière, mais les frappes en Ukraine, elles sont régulières. Les Ukrainiens sont aussi habitués à cela, ils sont condamnés malheureusement à cela, puisqu'ils ont un voisin qui souhaite mener cette guerre. Mais est-ce que ça veut dire que l'opinion russe s'en fiche, pour être franc? Je pense que c'est pas qu'elle s'en fiche, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle ne peut rien faire de toute façon. Les Russes considèrent que voilà, ils ont aucun pouvoir de décision, que c'est une population qui n'a pas les pouvoirs, qu'ils sont dans une certaine démocratie ou pas forcément, et que de toute façon, l'expression russe, c'est bolcheïdia, c'est les grands monsieur font quelque chose, nous sommes des petites personnes, et ce sont les grands monsieur qui s'en occupent. Donc les Russes sont touchés par cela parce qu'ils considèrent que ce n'est pas acceptable, mais ils comprennent qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, si vous nous rejoignez à ce
ce moment, on mesure, c'est le titre ici, Courage fuyons, ce qui est en train de se passer, qui aurait paru inimaginable au début de la guerre, le 25 février 2022, les Russes en sont réduits, en tout cas en mer Noire. Ailleurs sur le front, ils se tiennent mieux, mais en mer Noire, ils sont obligés de se réfugier. Dans la mer d'Azov, il faut peut-être rappeler la carte pour bien comprendre ce qui est en train de se passer là. Des lignes rouges de Medvedev. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils subissent. On voit, qu'on comprenne bien, n'est-ce pas ? Leur flotte, qui est la flotte la plus prestigieuse, théoriquement, bon, il y a celle qui est à l'autre côté, à Vladivostok, mais ici, c'est une des plus prestigieuses, qui est contrainte de rentrer comme dans un asile à la mer d'Azov. Eh bien, ce soir, on peut dire qu'ils sont en train de perdre la maîtrise de la mer Noire. C'est très clairement ça. C'est-à-dire qu'ils ont une marine dont ils ne savent pas quoi faire. Moi, ça me rappelle les Allemands avec le Tirpitz qui va se réfugier dans un fjord de Norvège, poursuivi par la Navy. Ils ne savaient pas quoi faire de leurs bâtiments parce que voilà. Et donc, ils les dispersaient et ne pouvaient plus les utiliser. Et là, on a exactement la même chose. Ils sont sur l'orgueil. En fait, sur le bombardement. Sur le terrain, en fait, qu'est-ce que ça change ? Parce que si le pont de Kerch fonctionne toujours, c'est-à-dire que les troupes sont ravitaillées, mais le fait que, du coup, ils fuient en mer d'Azov, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça change ? Si on coupe le pont de Kerch, si on coupe l'isthme de Périkop, la Crimée ne peut plus être approvisionnée que par navire. Le fait que les bateaux soient déplacés. Soient obligés de partir. Non, en fait, il y a aussi l'approvisionnement, le contrôle de la voie d'export du grain. Les Russes ne peuvent plus envoyer leurs hélicoptères pour se poser, pour intercepter, comme on l'a vu, vous vous souvenez, il y a quelques mois. Ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Et puis, envoyer des bateaux pour bombarder sur Odessa, se mettre dans l'axe, ils ne peuvent plus le faire non plus. Donc finalement, pour sauver des vies au niveau ukrainien, pour permettre l'exportation, et puis vous avez vu, mais dans le même style, on a la Roumanie qui maintenant a dit moi je protège 20-30 km dans la profondeur ukrainienne, donc c'est aussi une très très bonne nouvelle. Donc globalement, il y a quasiment une no-fly zone qui est en train de se créer aussi en Ukraine. Donc là, on est sur une globalité, une vision globale, et effectivement, quand les Ukrainiens auront réussi à casser le pont de Crimée et à couper un axe, il y aura toute la partie ouest, Mélitopol, Kherson, Crimée, qui ne pourront plus être approvisionnés que par la mer. Et si l'approvisionnement par la mer, il est très très difficile par tout ce qu'on est en train de voir, évidemment, eux, alors sur place, ils m'ont dit, on a calculé qu'il fallait 1 an et demi pour que cette zone s'effondre une fois qu'on l'aurait coupée. Je peux vous poser une question, Patrick. Vous avez dit quelque chose de très important, que les Roumains étaient en train de créer une fly zone jusqu'en Ukraine. Oui. Ça veut dire qu'un pays de l'OTAN serait en train de créer une sorte de protection interne à l'Ukraine. Ils l'ont annoncé le 14 septembre. Alors, il faut savoir que les Russes, avec la précision légendaire de leurs missiles, ont tapé sur le territoire roumain. Et donc, en réponse, la Roumanie a annoncé ce week-end, il y a 3 jours, qu'ils avaient posé à la frontière une protection, ne sachant pas si les missiles russes tombent chez eux ou chez le voisin. On a les images, espèces de bunkers, on les verra peut-être plus tard dans l'émission, mais espèces de bunkers qui sont organisés, n'est-ce pas, par les Roumains. Surtout des bunkers pour l'instant. Voilà, ils sont des bunkers. Sur le territoire ukrainien ? Oui, 20 km en profondeur. Mais pour l'instant, avec l'autorisation de l'OTAN pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils allaient forcément détruire les drones au-dessus du territoire ukrainien. Donc c'est surtout ça la question. Est-ce qu'ils vont le faire aussi du côté du territoire ukrainien ou pas ? Une annonce. Mais rapidement, il y a 4 choses à vrai dire à noter. La première, c'est que déjà, il n'y a pas de ligne rouge. On le répète, je ne sais pas combien de fois on a dû le dire sur ce plateau, mais les lignes rouges russes n'existent pas. La deuxième, c'est que des équipements occidentaux peuvent être utilisés en Crimée. On n'arrêtait pas d'en débattre, de dire oui, mais ce que tout le monde disait, enfin pas tout le monde, toi tu ne le disais pas par exemple, mais beaucoup d'experts disaient que on ne peut pas utiliser les armes occidentales en Crimée parce que la Crimée c'est sacré, c'est vraiment une ligne rouge. Finalement, ce n'est pas le cas. Troisième chose, c'est que non seulement aujourd'hui, donc, il y a ce contrôle de la mer Noire qui est mitigé pour ainsi dire, c'est que les Ukrainiens démontrent qu'on n'a pas forcément besoin de la Russie pour l'accord sur le blé et sur le grain. Est-ce que tout ça va inciter les Américains ? On les a vus dans plusieurs circonstances un peu suivistes, c'est-à-dire quand ça marche mal, ils sont un peu prudents et sceptiques, et puis quand ça marche bien, ils sont un peu encouragés. Est-ce que les Américains vont être plus allants dans l'aide aux Ukrainiens encore plus? Lisez les déclarations de Blinken, le secrétaire d'État, qui s'exprime notamment sur les attaques MS. On sait que c'est un enjeu très important. C'est à eux de prendre des décisions sur ce qui peut être le plus efficace lorsqu'il s'agit de restaurer leur intégrité territoriale, dit le secrétaire d'État Blinken. Bon, ça c'est assez classique. Conformément à notre propre politique, nous n'encouragerons ni n'autoriserons l'utilisation de nos systèmes d'armes en dehors de l'Ukraine,
Mais encore une fois, c'est la décision de l'Ukraine. Ça flotte un peu. C'est toujours intéressant quand ça flotte. Ça flotte un peu, mais la position des Américains, elle va varier beaucoup au cours de l'année qui vient en fonction des élections. Il va se passer beaucoup de choses. Donc, actuellement, on est quand même... C'est un terrain un petit peu mouvant, la politique américaine. Oui, là, il se contredit en réalité. Là, il se contredit un petit peu. Maintenant, je pense qu'ils vont livrer des F-16. Je pense qu'ils vont finir par livrer les attaques MS comme ils ont livré des chars, comme ils ont livré le reste. Et donc, je pense qu'on y va. De toute manière, le plafond de verre a sauté. Avec les missiles de croisière, ça tape à 500 bornes, hein, c'est ça ? 300. Bon, alors 300 km. Bon, c'est la distance de toute manière de l'attaque MS au sol. Mais un jour, si c'est un missile américain qui frappe le territoire russe, vous croyez que là, il n'y aura aucune réaction ? Non, mais moi, je crois qu'ils ne le feront pas. Ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Par contre, l'attaque MS pour taper le pont de Kerch sera absolument parfait. Et dans ce dialogue entre les Russes et les